C'est bon, ça. Ça va faire la caisse, là. On n'a pas les droits. C'est pour la daronne. Ce soir, c'est rugby. On arrête tout de suite. Joachim est mal à l'aise. Messieurs, mesdames, la France, ceux qui n'ont pas le coronavirus, ce soir, c'est la première du petit Rugbix sur notre chaîne Twitch qui vient de se lancer ce soir. Je suis avec tout d'abord Jojo Lacrymo, ceux qui te connaissent sur YouTube. Est-ce que tu peux dire un petit mot à ceux qui ne te connaissent pas sur Twitch et qui vont bientôt venir dans le chat? Bah, je te remercie déjà de cette présentation. Du coup, c'est Joe Lebeau, commentateur en général de tout ce qui est football et autres. Et du coup, ce soir, on pourra discuter d'un petit peu de rugby. Voilà. C'est très bien amené. Hein. Ceux qui ont vu la petite lef, vous ne le connaissez pas encore, mais c'est l'habitude maison. Le petit Benjix, c'est dans le nom, Benjamin, Benji, Benjamin pour les Anglais. Comment vas-tu? Bah ça va, écoutez, hein, toujours pas le coronavirus, on espère, hein, pourvu qu'on l'ait pas quand même, parce que ça fait flipper. Mais en ces temps de crise, on est là pour parler de rugby, donc quel plaisir. Quel plaisir de parler un petit peu rugby. On rappelle, hein, Benjamin, la situation, malade depuis 6 semaines, hein, la critique est rentrée en France en urgence. Et puis maintenant, on est tous là pour parler rugby ce soir. Et quand je dis parler rugby, c'est même parler plus que ça, c'est parler Stade Français. Un club qui ne te concerne pas forcément plus que ça, Benjamin, mais qui nous concerne plus Joachim et moi, parce qu'on est tous les deux fans du Stade Français depuis qu'on est gamin. On a grandi avec ce club, et aujourd'hui, ce club, malgré qu'il soit multimilliardaire et le plus riche de France, il est surtout 13e ou 14e au classement, ce qui fait que c'est bien la merde, et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc, évidemment, si je peux commencer comme ça, on va du coup faire une présentation un petit peu globale, parler un petit peu du Stade Français, ce qui se passe en général. On parlera peut-être de la rivalité avec le Racing tranquillement pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas bien le rugby c'est quoi le Stade Français. Et puis on parlera tranquillement de la saison actuelle, de ce qui se passe, du dirigeant, des coachs, de tout ce bordel. Parce qu'il y a des trucs à dire quand même. Bon, Benjamin, toi, tu as quand même un passif de joueur de rugby un petit peu de qualité. Est-ce que tu as un mot là, tranquillement, pour parler un petit peu du Stade Français? Qu'est-ce que le Stade Français représente pour toi, Benjamin? Ouais, le Stade Français, ça reste une équipe historique du top 14 qui a toujours prôné été dans les premières places durant toute mon enfance et qui a toujours été qui a fourni du beau jeu la plupart du temps quand je l'ai regardé. C'est pas une équipe que j'ai appréciée, mais c'est toujours une équipe qui a fait le top 14 et ça serait très triste en tout cas. Je sais pas comment va se passer la saison qu'elle descende un jour. Joachim, même question. Ouais, le Stade Français, c'est un club historique, c'est un club qui a une identité très forte, notamment avec son président de l'époque, qui était M. Guazzini, les dieux du stade et compagnie, donc une belle prouesse à ce niveau-là. Et puis c'est le beau jeu, c'est des titres à rallonge, c'est des histoires palpitantes. Et puis c'est surtout des gros joueurs, et ouais, c'est des gros joueurs, et c'était un beau club. Si j'ai bien entendu, tu as dit que c'était un beau club. Ce qui en dit beaucoup sur l'historique actuelle du Stade Français. On supporte le Stade Français depuis qu'on n'a pas de souvenir, je pense. Hein, je sais pas toi, mais j'ai pas de souvenir d'un grand moment qui m'a forgé ma culture Stade Français. Je dirais les finales contre Perpignan en général. 2004, finale Perpignan. C'est possible, on était au stade, il faut le rappeler, hein, j'ai pas grand souvenir de ça, mais oui, le Stade Français est un club qui a gagné 6 titres depuis 98, donc forcément c'était le club de Paris, hein, sous l'égide de Max Guazzini. L'un des grands clubs historiques avec le Racing notamment, avec Bordeaux. On peut rappeler que la première finale du championnat de France en 1992, c'était un Racing Club de France contre le Stade Français. À l'époque, pas Stade Français Paris, on le rappelle. Puis ces deux clubs se sont un peu perdus en chemin, on va pas se mentir, après les années 20. Et pendant 90 ans, le Stade Français a un petit peu cessé d'exister, était en Fédéral 1, en Fédéral 2, c'était un peu le bordel. Et en 92, la fusion, en 95, pardon, la fusion avec le CABG, si je dis pas de conneries. Et derrière, Max qui nous ramène un petit peu en première division, en 97 et puis en 98. Le premier titre de champion de France depuis 90 ans, avec des joueurs, comme tu l'as dit, des joueurs de légende, je te laisse en parler un petit peu. Oui, bah, c'était une équipe de Loubar, Team Moscato, des gars qui étaient un peu revanchards et qui voulaient prendre leur revanche en général. Donc ils ont gagné ce premier titre, et après, sur le début des années 2000, ça a totalement déroulé. Ouais. Et puis à partir de 2006-2008, c'est commencé à un peu partir un peu plus compliqué. Et puis là, depuis une dizaine d'années, malgré le titre en 2015, c'est compliqué. Beaucoup de choix sportifs assez incompréhensifs. Un public qui suit pas forcément, des résultats en dents de scie, et puis là cette année c'est le trou, quoi. Tu l'as bien dit, hein, ce qu'a fait la force de cette Français, c'est surtout des joueurs, un président, et puis c'est une espèce de mentalité. C'est-à-dire que je pense qu'il faut un aspect qu'on va devoir explorer un peu plus ce soir, c'est le côté de dire que les mecs qui venaient jouer au Stade Français, ils se disaient pas
oh tiens, je vais joindre une équipe légendaire, machin truc. Non, ils venaient, ils se disaient putain, on va se marrer, on va être dans l'esprit rugby troisième mi-temps quand il faut, mais on va quand même bien bosser, on va quand même y aller, on va aller au combat tous les week-ends, on va essayer de gagner tous les week-ends. Et petit à petit, en fait, le mec, il jouait à Jean-Bouin, un stade de 8000 places, un stade un petit peu insalubre, qui était très rarement en plein. Et au bout de 2-3 ans, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même une petite passion pour le rugby à Paris. Et petit à petit, ça a évolué. Et il faut quand même rappeler que le Stade Français est quand même le seul club en Europe, probablement dans le monde, à avoir organisé des matchs de saison régulière qui ont accueilli 80 000 personnes au Stade de France. Alors certes, à des tickets pas très élevés de 5 euros, mais quand même, il faut le rappeler. Et ça prouve qu'à cette époque-là, dans les environs entre 2005 et 2007, le Stade, c'était quand même l'équipe de Paris et puis la plus grande équipe de France, quoi. Benji. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, le Stade Français, ça a toujours été une équipe ultra glamour, je trouve, de mon côté. C'est-à-dire que, et comme vous avez dit, il y a le calendrier des dieux du stade, il y a les maillots roses et tout ça. Donc, c'est toujours une image un peu spéciale de l'équipe depuis l'arrivée de Max Guazzini. Et du coup, ouais, donc le Stade Français, on a l'impression que ça s'est perdu. C'est-à-dire que il y a eu un tournant qui est le début des années 2010, un peu comme le rugby français en général, j'ai l'impression. Et l'équipe, il y a eu des recrutements vraiment assez spéciaux, c'est-à-dire ils ont été prendre des joueurs, pas mal de Néo-Zélandais, pas mal de Sud-Africains et tout ça. Et on se demande ce qui s'est passé, c'est-à-dire les joueurs, ils arrivent, ils ont un très haut niveau parce que c'est des internationaux, ils ont, je sais pas, ils ont 30, 40 sélections dans chaque sélection et tu te dis, ils vont apporter un plus. Quand tu vois des Will Genia qui arrivent, des Mornestein et tout ça, tu te dis, ça y est, ils vont faire passer un cap au club et tout ça. Ils vont peut-être remonter le club dans les hauteurs du top 14. Et finalement, tu te retrouves déçu parce que la sauce, elle prenait jamais. Que ce soit les dirigeants, on se demandait les choix qu'ils faisaient, et les joueurs, tu as l'impression qu'ils étaient sur le terrain, ils s'étaient perdus. Il y avait pas Moi, je voyais pas de réel travail à l'entraînement. J'ai l'impression qu'ils étaient en roue libre totale. Il y avait la légende Serge Parissé qui était toujours là, mais à part ça, ça fait plus rêver, quoi. Tu avais le stade, Joachim ? En fait, je pense que le Stade Français, c'est vraiment le club qui avait réussi la transition rugby amateur dans les années 95, rugby pro. C'est en grande partie pour ça que je pense qu'ils ont réussi à bien fonctionner en top 14 pendant une dizaine d'années, quinzaine d'années même. Et après, on a cette espèce de revirement dans les années 2010, où on a une nouvelle forme de rugby, plus construit, plus pro, plus en phase avec son temps. Et là, le côté assez déconne, le côté à la cool, le côté un peu Stade Français, pas forcément très très pro, mais très très bon vivant, pas forcément suivi, ou en tout cas pas su s'adapter. Et on a pas mal misé aussi sur la formation, et ça nous a plutôt bien servi pour 2015. Mais c'est vrai que on a quand même, je trouve, un recrutement assez bas de gamme depuis certaines années. Et là, on a une direction sportive, notamment un entraîneur qui était sud-africain et qui a pas forcément, qui collait peut-être pas avec l'ADN du club ou même avec le championnat du top 14 et qui a mené en partie le club à sa perte. Et là, aujourd'hui, tu essaies de coller les plaies avec des petits pansements, mais c'est pas forcément simple. Je te dire qu'aujourd'hui, il ne reste qu'un seul emblème, atome du Stade Français qui était celui de Max Guazzini, c'est le maillot rose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus les grandes fêtes au stade, il n'y a plus les femmes toutes nues là, qui envoient des ballons dans les airs. On se marre plus en fait au Stade Français, on rigole plus. C'est plus la bonne ambiance, c'est plus la régalade, c'est très professionnel, un peu trop. Un peu trop, pourquoi ? Parce que c'est un club à part. Tous les mecs qui ont joué vont le dire. Quand le SF passe au bord de ne plus exister, en 2017, il faut le rappeler, l'année où le stade va gagner un petit peu le challenge européen, faut comprendre que Thomas Savard cherche un repreneur. Thomas Savard, c'est qui ? C'est le président du Stade Français, l'homme qui a repris le SF, qui est en train de couler après que Max Guazzini se soit fait arnaquer à l'époque d'Énergie. C'était une affaire un peu compliquée. Et il devait revendre le club. Il le vend à Monsieur Savard, qui est un grand fan du stade, un homme respectable. Sa gestion du club était quand même particulière. Il a tout bien fait jusqu'au jour où il a fallu revendre le club parce qu'il perdait trop d'argent avec ce Stade Français, et du coup il a voulu revendre, et malheureusement il le revend à qui au début ? Et à Max Guazzini qui est le patron du Racing Métro. Donc j'explique pour les fans de football notamment. Non, Jackie Lorenzetti, tu veux dire. Jackie Lorenzetti, je dis n'importe quoi. Jackie Lorenzetti, exactement, excuse-moi, fais me reprendre. Jackie, c'est un petit peu quoi ? C'est comme si Aulas rachetait Saint-Etienne et disait on fusionne. Je peux vous dire qu'à l'époque, je l'avais mauvaise. Je pense que tout le monde l'a eu très très mauvaise, parce que c'est quand même deux clubs légendaires et que tu fusionnes pas des clubs comme ça. Donc, on a eu de la chance d'avoir un Allemand milliardaire, propriétaire de Capri-Sun, qui s'est dit tiens, et si je reprenais ce petit club sympatoche et que j'en faisais la grande puissance du rugby mondial. Sur le papier, on va pas se mentir, c'était quand même assez bandant. Maintenant, le problème, c'est que quand le mec il arrive, il met de base
les hommes en qui ils croient. On parle d'Heineke Meyer, ancien entraîneur de la sélection sud-africaine en 2015. Il fait une très mauvaise Coupe du Monde d'ailleurs, on peut en parler. Et il arrive avec tout un staff là, des anciens, comme Peter De Villiers, qui est quand même une légende du stade français, d'autres mecs par-ci par-là. Et on a un effectif qui est un petit peu vieillissant, qui est un peu dans la merde. Donc la première saison où il vient, Heineke Meyer, on finit 12e. On finit 12e, on est un peu à l'arrache. On a failli être relégué, on prenait 40-0 à domicile contre Pau, il me semble. Il y a des matchs comme ça, des matchs bien dégueulasses. Mais les mecs s'arrachent pour nous sauver. Et parce que les mecs qui s'arrachent, c'est quand même des mecs qui sont nés au club, qui ont été formés au club. Je pense à Plisson, je pense à Burban, je pense à des mecs comme il s'appelle le centre, mon fils par exemple. Voilà, t'as quand même une identité qui a permis de nous sauver. Malheureusement, la deuxième année, c'était l'année de transition, celle où on devait monter en grade, monter en gamme. On visait le top 6, et là, bah, je suis désolé pour le tunnel, mais cette année-là, la saison 2018-2019, était juste cataclysmique dans le sens où la gestion d'effectifs, en virant des joueurs notamment, en se mettant à dos tout le vestiaire, et ben, elle a juste permis qu'on se fasse enculer, Joachim. Ouais, c'est un mot très, très fort et plein de sens. Non, plus sérieusement, en vrai, bah, c'est un peu le foutoir, quoi. Quand t'as tes joueurs, en fait, c'est un peu drôle, c'est que t'as tes joueurs en pleine saison, donc t'as la saison en 2 parties, hein, évidemment. Première partie, tu joues en tant que joueur professionnel. Deuxième partie, tu l'as fait en tant qu'entraîneur, entraîneur-joueur, on va dire. Ça te prouve que le club a beaucoup de difficultés et a pas trop su comment réagir. Après, sur cette deuxième partie de saison, les joueurs sont quand même mieux. Il y a de l'envie, il y a quand même des matchs sympas à suivre, mais voilà, ils traînent un petit peu ce début de saison très compliqué en termes de points, surtout de jeu et d'animation. C'est la pire défense du top 14, ça marque pas non plus beaucoup d'essais. Mais voilà, ça va être un bon match de dernier ou d'avant-dernier. Et l'objectif, c'est de se sauver, simplement. Donc Jacques a plutôt bien rappelé les faits. Toi, Benjamin, t'en pensais quoi de ce Heineke Meyer, son entraîneur sud-africain là? Bah, t'es déçu parce que tu te dis, il arrive, ça reste un grand entraîneur. Il a peut-être amené l'Afrique du Sud à sa perte en 2015, mais ça reste un entraîneur international. Ça reste quand même quelqu'un qui sait gérer normalement un effectif et tout ça. Et quand tu vois qu'il vire des joueurs comme ça, comme Serge Parissé, comme le centre, je sais plus comment il s'appelle, rappelez-moi son nom, qui est à Bayonne maintenant d'ailleurs. Djibril Camara. Djibril Camara et tout ça, tu te dis, il perd son vestiaire déjà à moitié. Comment tu veux, si tu n'as plus de vestiaire, que ton équipe elle ait un esprit d'équipe et qu'ils veuillent jouer les uns pour les autres? Le rugby, c'est pas comme du football, hein. C'est très différent. Si tu n'as pas un vestiaire soudé, qu'est-ce que tu veux gagner des matchs? Ça va être très compliqué. Donc logiquement, c'est normal qu'il se fasse tège un petit peu et tout ça. Et moi, je trouve ça pas mal ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire pas au niveau des résultats, je parle, mais je parle au niveau du staff que vous avez pris, c'est-à-dire vous prenez des anciens joueurs du club, tu sais qu'ils aiment le club, tu sais qu'ils vont tout donner pour ton club, et à partir de là, tu peux te dire, on va repartir sur des bonnes bases, on va reconstruire, tu vois. Après, c'est compliqué, vous partez de rien. Là, tu as un bon effectif cette année, donc moi, je trouve que vous avez un bon effectif. Vous n'avez pas le meilleur effectif du top 14, parce que bien sûr, qu'est-ce que tu veux faire la comparaison avec, par exemple, les Toulouse, les Clermont et tout ça, mais je vais pas dire, tu as un effectif plus haut. Je vais pas dire qu'on a un très très bon effectif. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que si on regarde le 15 de départ, c'est quand même, pour la plupart des internationaux, l'ancien capitaine de l'équipe de France, Yoann Maestri, Gabriel qui est en équipe de France en deuxième ligne. En première ligne, tu as quand même Latou, qui est quand même probablement le meilleur talonneur du monde, je pense, à l'heure actuelle. En troisième ligne, tu as quand même des mecs qui sont quand même des sacrés bestiaux. Mateta, on va l'appeler ce soir comme ça. Non, il y a Macalou, puis il y a surtout l'Argentin. Le numéro 6, enfin, le capitaine d'Argentine, vous avez regardé, excusez-moi, je veux dire Mateta, c'est la football qui me rattrape. T'as quand même une troisième de qualité. Sanchez avec peut-être un James Hall en numéro 9, où c'est quand même, ça fait le taf. Matera, non? Matera, exactement, Pablo Matera. Et du coup, après, tu as un peu cette ligne derrière qui a été la grande force du Stade Français pendant des années un petit peu galères entre 2009 et 2014-2015. C'était un peu notre force. Aujourd'hui, tu as quand même des bons joueurs. Tu parles d'Amdaoui, on parlait aujourd'hui de la très belle révélation, Lester Etienne, qui fait quand même une très bonne saison. Il y a bien une bonne équipe quand même. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu utilises très très mal tes joueurs, je pense à Sanchez qui était utilisé uniquement pour faire des grosses quilles là, comme vous voyez dans le ciel de Paris, on ne retrouvait jamais les quilles. On sait pas où elles partaient là, c'était directement en tribune, on comprenait rien. Le plan de jeu d'Heineke Meyer était juste scandaleux. C'était une catastrophe industrielle ce mec-là. Il n'avait rien à faire au club, il ne comprenait plus le rugby professionnel du moment. Il était perdu ce mec-là, je suis désolé, il était perdu. Et on s'est fait chier comme des rats morts. Et moi, tu le sais très bien,
On peut perdre 14 matchs dans la saison. Si derrière, il y a quand même du jeu et on s'amuse un petit peu, ça me dérange pas. Le Stade Français, c'est une histoire. Le SF, c'est une histoire. Le SF, c'est des mecs, des gueules. Et là, je les ai pas vus, ces gueules-là, pendant des mois. Et le jour où il part, on met Laurent Sampéré, qui est quand même un ancien talonneur du club, qui n'a aucune expérience en tant qu'entraîneur, plus mon grand copain Julien Arias. Alors, le mec a arrêté sa carrière de joueur professionnel pour devenir entraîneur. Et ça, c'est purement Stade Français de Paris. Reprenons l'histoire. L'année 2000, qu'est-ce qui se passe? On a un entraîneur étranger, pareil, un Australien. Le mec a gagné la Coupe du Monde juste avant. Ça part en couille dans le vestiaire. Paf, il se fait virer. Qu'est-ce qui se passe? On dit à Landreau, bah écoute, t'es talonneur, t'es capitaine, tu prends en rêne l'équipe. C'est toi qui fais l'entraînement, c'est toi qui fais les matchs. Et qu'est-ce qu'ils font les mecs? Et bah ils vont au bout. Ils vont gagner le Brennus. Et ça, c'est Stade Français, tu vois. Et je pense que les mecs, j'espère en tout cas, que si le championnat continue un jour ou un autre, on pourra sauver sur le terrain. Parce que quand même, quand on regarde les derniers matchs, je pense notamment au match contre Toulouse, qu'on a gagné à domicile, Montpellier, La Rochelle, c'était pas terrible, moi je trouve. Tu gagnes quand même. Non, mais il y a des bons. Enfin, je pense que sur les 6 derniers matchs, tu dois faire autant de points que sur l'ensemble de la première partie de saison, tu vois. Puis surtout, c'est peut-être même plus. Sur les 6 matchs, il y en a 5 qui sont très très bons, quoi. C'est juste à l'exté, c'est dommage que t'aies pas gagné. C'était quoi le dernier match là, etc. que j'ai regardé. Non. Contre Toulon, tu dois gagner, tu vois. Tu fais ta connerie. L'arbitrage. Alors ouais, il y a l'arbitrage. Mais alors, il y a deux choses. Sur ce match, bon, alors, juste pour contextualiser, je sais plus, je pense qu'il y avait 3 points d'avance ou un truc comme ça. Non, il y avait moins, du coup, il y avait 2 points d'avance. Et ils se retrouvent dans les 20, ouais, les 22, je crois, les 22 de Toulon. Et ils font une session de pink and go depuis déjà une minute. Donc il reste 2 minutes à jouer. Bon, tu te dis, c'est dangereux. Bon, bah évidemment, on perd la balle sur un pick and go. Alors, j'ai pas trop compris ce qu'il y avait au niveau de l'arbitrage. Je sais pas s'il y avait un hors-jeu ou une connerie comme ça. Et on se fait contrer. Enfin, non, on prend une pénalité. On fait une connerie, pénalité, et on perd à la dernière minute sur la pénalité. Donc voilà, il y a des choses intéressantes, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, on n'est pas du tout bon cette année, quoi. On a fait très peu de BD, quasiment pas de BD et 0 match gagné, quoi. C'est dommage. J'étais un peu surpris en regardant pas le contenu des matchs, mais le résultat des matchs depuis le début de saison. On prend 2 énormes claques en début de saison, donc une à Bordeaux et une à Lyon, qui sont quand même les 2 meilleures équipes championnat pour le moment. 2 claques qu'on mérite de prendre, on n'est pas dedans, on n'a pas les internationaux, il y a la Coupe du Monde, etc. C'est compliqué. En plus, avec des manières, ça prend pas, c'est le bordel. Mais derrière, on perd très rarement de plus de 10 points. Et le dématch contre Toulon, juste pour revenir un petit peu sur ça, alors on prend encore un carton jaune qui va encore nous tuer le match pratiquement, puis on revient, alors on sait pas trop comment, sur une action un petit peu litigieuse, on arrive à marquer 2 essais, enfin bref, on repasse devant, c'est miraculeux, on commence à y croire. Et là, 80e minute, on a le ballon dans le camp de Toulon, et puis au lieu de la garder encore un peu plus, on perd le ballon, ça peut arriver. Je trouve qu'il n'y avait jamais pénalité pour Toulon à ce moment-là déjà, je trouve ça très très limite. Mais ensuite, la dernière action, en tant qu'arbitre professionnel, en tant que père de famille, comment peux-tu siffler une pénalité pour un hors-jeu à la 83e minute à 30 mètres des poteaux? Un hors-jeu de toute ma carrière. Vu pour vu. Donnez-moi le nombre de hors-jeu qu'on peut siffler dans un match de rugby. Parce que l'une est trop haute. Donnez-le-moi. Moi, je vous le dis. 40. 40 putains de fois, il y a eu cette situation dans le match. 40 fois. Est-ce qu'il en a sifflé une fois? Non, jamais. Il a jamais sifflé ça. Et là, bizarrement, quand je crois que c'est Gabriel qui met les mains sur le ballon tranquillement et sur les appuis, il prend le ballon. L'autre, il a quand même le culot. Hein. Il a quand même le culot de se mettre en position de siffler pénalité pour le Stade Français avant de se reculer le bras et de le mettre en direction de Toulon. Ça, pourquoi? Parce que le mec, il va à Mayol, il a les glaglas. Il est pas bien. Alors, je sais pas c'est qui le mec, mais t'es une tarlouse. Voilà, t'es une tarlouse. T'es une merde humaine. Et si c'est une merde. Allez. C'est une merde humaine. Voilà, j'espère jamais le revoir sur un terrain de rugby. C'est dégueulasse. Et c'est pas la première fois de la saison, on se fait enculer. À Clermont, c'était pareil. Dès qu'on va jouer dans les grands stades, les grandes ambiances, on se fait souvent enculer quand même. Ça devient récurrent. Attention à ça aussi. Enfin bref, parlons un peu plus rugby, parlons un peu plus jeu. Je trouve que l'arrivée de Sampéré et de Arias ne réinvente pas le rugby du Stade Français. Il y a une manière un peu de faire du rugby comme l'avait fait un peu Gonzalo Quesada, quoi. Des ailiers qui vont vite, une rush défense, quoi. On défend très très bien, je trouve. Et puis ça joue tranquillement, c'est efficace, comme tu le dis, des 2 côtés du terrain. Moi, j'aime beaucoup ce qui se fait. J'ai beaucoup aimé les matchs notamment à Montpellier, les matchs contre le Toulouse. C'est des super matchs qu'on a fait, je trouve. Et le problème de ce rugby d'aujourd'hui, c'est que tout le monde peut battre tout le monde, Benjamin. Ah bah ça, en top 14, effectivement, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire, tu as l'impression que même un Agen peut aller gagner à Montpellier. Quand Montpellier, je parle de Montpellier de l'année dernière. Un Bordeaux peut perdre contre un Brive. Enfin bon, c'est assez spécial le rugby moderne, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on a un des championnats les plus impressionnants au monde. On a vraiment beaucoup de jeux, on a des super joueurs et tout ça. Après, on a effectivement aussi le championnat où il y a le plus d'accidents, je pense. On a pas mal
pas mal de violence, pas mal de cartons et tout ça. Mais ouais, on a un super championnat et c'est ça qui fait la beauté un peu du top 14, c'est que le petit Pousset, il va gagner, allez, on va dire une fois sur 4 chez l'Ogre. Donc c'est ça qui est super intéressant. Tu penses comme lui? Bah ouais, honnêtement, je pense que les stats le prouvent. Et puis, bah ça apporte un peu de dynamisme. Après, c'est un peu emmerdant pour les clubs qui se battent au fond du tableau que, par exemple, tu as un concurrent direct qui a gagné chez un gros, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Ce qui est drôle cette saison, c'est que les matchs qu'on perd là contre Toulon par exemple, bah, le problème c'est que derrière t'as Agen qui va gagner, t'as Bayonne qui va gagner, t'as machin qui va gagner, et forcément bah ça te met encore plus en difficulté, encore plus dans la merde. Je trouve vraiment que ça fait quoi? Ça fait depuis fin novembre, je trouve, depuis début décembre même, le SF est quand même très très bon dans le jeu, dans ce qu'il propose, notamment défensivement. Je suis vraiment rassuré par la défense. Je pense qu'il y a les gens ont été vraiment mis devant le fait accompli. On leur a dit d'accord, l'entraîneur était mauvais. D'accord, il y a des problèmes dans le vestiaire, mais vous n'avez pas été à la hauteur. Vous avez un écusson qui est centenaire, vous ne l'avez pas respecté, vous avez craché dessus. Je pense que les Sampere et l'Arias, ils ont ramené ça. Ils ont ramené l'identité Stade Français. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir pris aussi Thomas Lombard en tant que directeur sportif, qui est un ancien de la maison, qui était champion de France avec le club aussi, ça apporte une stabilité et ça apporte vraiment l'esprit Stade Français. Parce qu'on avait encore un Allemand avant, je sais pas si tu te souviens, un mec là encore bizarre, Rohr, je crois qu'il s'appelait ce mec-là. T'étais nul, hein, on va pas se mentir, je sais pas faire faire là. Les problèmes, c'est qu'aussi les mecs sont allés recruter des joueurs de Pro D2. Alors oui, Amnaoui, ça a très bien marché. Mais il y a des mecs qui sont des bons joueurs. Hein. Joris Second, c'est un bon joueur. Le petit Talonneur aussi, il est pas dégueulasse. Mais voilà. Le problème, c'est qu'on s'est aussi fait dépouiller pendant des années par les gros clubs. Que ce soit les gars qui sont partis à Toulon, qui sont partis à Clermont. Slimani. Ouais, Slimani, comment il s'appelait l'arrière là? Bonneval, tu vois, des mecs comme ça qui ont été formés au stade et qui ont fait toute leur catégorie jeune et puis qui sont partis. Et forcément, bah, ça te laisse un gros trou derrière. En termes de formation, c'est pas forcément simple de sortir une génération chaque année. Donc on était tributaire de cet aspect et aujourd'hui, bah, on le paie un petit peu, quoi. On le perd un petit peu, mais j'ai l'impression que quand même le Stade Français, ça va quand même assez mal depuis 2009. On a une saison qui est un peu en trompe-l'œil, c'est la saison 2014-2015 qui a probablement été les plus grands moments de rugby de ma jeune vie, jeune carrière. C'est une saison où tu finis 4e, tu arrives, tu bats Toulon, tu bats le Racing chez toi en quart de finale, tu éclates Toulon à Bordeaux en demi, et puis tu vas battre Clermont évidemment en finale, parce que qui ne bat pas Clermont en finale, ça c'est une vraie question. Et, c'était une saison incroyable. Dédicace à Christophe Turquet, bien sûr. Hein. Ah, dédicace à Christophe, évidemment. Dédicace au Daron aussi. Je pense que le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à capitaliser sur ce succès-là. Et derrière, on a eu un succès à la Stade Français en 2017 pour gagner la petite Coupe d'Europe. C'est un parcours de fou. En quart, je crois, on est à 13 pendant tout le match et on arrive à gagner un match grâce à un ballon intercepté. En finale contre les Anglais, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on gagne quand même. Franchement, ça nous a laissé ça a laissé très amer, moi. On avait une belle équipe, une belle génération. On n'a pas réussi à capitaliser parce que bah, je pense que les mecs, quand ils viennent à Paris, bah, ils vont peut-être en boîte. Il n'y a pas une grande continuité, ils sont peut-être pas très professionnels. Et rappelle-toi, avec Heineken Meunier, on pensait à gagner en professionnalisme. Bah ouais, on pensait. Bah après, on pensait qu'il allait apporter de la rigueur à la sud-africaine, tu sais, même en termes de jeu, un peu plus de structure et d'organisation, mais bon, ça n'a pas été le cas, quoi. Il n'a rien apporté dans le jeu. Ouais, bah ouais. Non, mais il a explosé le truc. Mais rien que, je pense, l'organigramme du club, sa façon de fonctionner, de penser le rugby et de se projeter dans l'avenir, je sais pas si on avait vraiment une ligne conductrice, tu vois, pendant des années. Et Monsieur Lombard a la qualité de rassurer autour de lui, de rationaliser son discours et de construire une vraie identité et surtout une vision, quoi. Et là, on peut travailler sur de bonnes bases et essayer d'évoluer dans le temps. Ce qui n'est pas forcément le cas avec Capricon et puis l'autre nazi déguisé en Strudel, quoi. Je vois que tu vas fort contre le docteur. Moi, notre docteur Nagelsmann, non, c'est pas ça, mais le mec qui a repris Stade Français, je ne me perdrai jamais d'aller lui tacler à la gorge parce que je pense qu'il a quand même sauvé le club. Un club qui existe depuis quand même 1988. Donc forcément, s'il a fallu ne plus exister, c'est qu'il y avait des gros problèmes. Le SF est quand même sacrément déficitaire. Et malheureusement, bah, si jamais tu ne restes pas en top 14, j'ai peur. J'ai peur que le Stade Français n'existe plus en 2021. Voilà, Benji.
Moi, je suis pas persuadé quand même que le Stade Français disparaisse, parce que bon, ça reste un club historique et je pense que vous allez toujours retrouver une solution quoi qu'il arrive. Ça va être compliqué, hein, parce que si tu descends en Pro D2, ça risque d'être compliqué, même pour la remontée, mais je pense pas que vous allez descendre. De toute façon, si le championnat continue et tout ça, vous allez peut-être finir, je sais pas, 11e ou 12e, allez, vous allez vous sauver au dernier moment. Et après, je pense qu'effectivement, prendre Lombard et tout ça, ça peut te permettre de créer une politique à long terme qui peut être hyper intéressante en relançant la formation, parce que aussi un truc que je voudrais mettre en avant, c'est que moi j'ai joué contre la génération 98 en formation et tout ça, et leur jeu est quand même très très stéréotypé en formation et tout ça. Je sais même pas ce que font les entraîneurs, c'est-à-dire vous avez eu des générations incroyables, hein, les Bonneva et tout ça, les Juplissant et tout ça, mais le problème c'est que maintenant en Ile-de-France, c'est même plus ce qui se fait de mieux, quoi. À partir de là, si tu n'as pas une formation solide, comment tu veux sortir des joueurs et après, comment tu veux que ton équipe principale elle gagne en niveau si tu n'as aucun joueur de la formation aussi qui sort à long terme, hein. Déjà, première chose, je pense que Joachim t'allais le dire aussi, l'Île-de-France, c'est quand même pas le plus grand bassin de joueurs aujourd'hui. Ah oui, c'est pas le plus grand bassin, oui. Donc ça montre quand même un certain problème. Le Stade Français a été classé 14e au classement des écoles de formation rugby professionnelles. Faut comprendre que Pascal Papé a repris le projet pour essayer de pallier au manque, essayer d'amener quelque chose. Alors, Pascal Papé est l'un de mes joueurs préférés. J'adore son agressivité, notamment. Sa capacité à envoyer des mandales, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, je suis désolé. J'adore Pascal. Il a une gaine de daron, quoi, c'est tout. Si on est dans l'humain, faut arrêter. C'est pas ça la formation aujourd'hui. Nous, on veut une équipe, on veut une formation équitable qui doit former des grands joueurs. On connaît des mecs qui sont en formation là-bas. Je pense à Darry, par exemple. Qu'est-ce qu'ils apprennent à part à se muscler? Moi aussi j'ai fait un peu de rugby dans ma jeunesse et j'ai joué avec des mecs du stade et contre aussi et notamment il y a un mec qui est en centre de formation qui est quasiment pro que je connais et est-ce qu'il y a une vraie philosophie de jeu au stade? Je pense pas. Est-ce que un peu comme au Racing, est-ce qu'on les forme, on les pète à force de faire du foncier, du physique au lieu de faire du jeu? Ça après c'est la formation en général qu'il faut retravailler, même si on a de belles générations qui arrivent. Au niveau de l'Île-de-France, le gros formateur ça reste Massy. Donc voilà, pourquoi le stade qui avait une vraie identité de jeu n'a pas su construire sur les années? Moi, je trouve qu'en Ile-de-France, je pense que tu pourras avoir un gros vivier parce qu'il y a quand même des gros joueurs partout et que même au niveau physique ou même en termes d'intelligence de jeu, tu peux trouver, mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas le suivi derrière. Donc, il y a une réflexion à avoir derrière et c'est vrai que le fait que ce soit Papé qui s'en occupe, bon, ça fait sourire et ça montre un peu ce que je pointais du doigt tout à l'heure, le côté un peu club de potes et puis voilà quoi. En fait, je suis peut-être un des seuls à vouloir ça, mais j'ai envie qu'on retourne à ça. Qu'on retourne au côté club de bons copains, club colline de vacances, club on s'amuse quoi. Les mecs ils n'ont jamais été aussi bons au Stade Français quand ils rigolaient. Dès que ça commence à tirer la gueule, dès que de body language c'est pas bon sur le terrain. Et là bizarrement, même sur les derniers, on voit quand même des attitudes. On voit des mecs plus conquérants. Il y a quand même un mec comme Maestri qui coûte une blinde pas possible tous les mois. Franchement, il se donne sur le terrain. Alors, même si c'est pas parfait tout le temps, parce qu'il y a quand même des mains, des paluches à la place des mains, ça reste quand même un grand joueur. Et je pense que des joueurs qui vont revenir aussi, je pense à quel Ficou. Ficou qui était souvent avec l'équipe de France cette saison, là il va revenir, il fera un bien terrible. Quel joueur, quel plaisir. Donc attention au retour du Stade Français, je pense qu'on peut finir une petite 12e place, un truc qui me l'a un peu à l'arrache, se maintenir et partir sur un nouveau projet l'an prochain. Je continue, je persiste à dire, je persiste et signe pour dire que le SF a quand même l'un des plus beaux 15 titulaires du top 14 aujourd'hui. T'es pas d'accord avec nous? Si, mais après, quand tu vois les 15 des autres équipes aussi, tu te dis, il y a de la concurrence. Hein. Et quand tu vois Clermont qui a un super 15 et même pas dans le top 6, à partir de là, tu te dis... c'est un championnat ultra serré. Hein. Le top 6, il se mérite en top 14. Hein. C'est un truc assez monstrueux. Hein. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est genre une équipe construite autour d'un coach avec une vraie identité, que ça balance du jeu et que limite tu finisses pas dans le top 6, tu finisses top 7, t'en fous quoi. Mais qu'à domicile, sur l'éclate quoi. Que quand tu vas au stade, t'en prennes pas 30, 38 face à Toulouse et que tu te fasses plaisir et qu'on retrouve un peu de joie et de bonne ambiance. Mais voilà, je sais pas si on pourra le faire du coup ou pas, mais en tout cas, on leur souhaite. Je vais quand même remercier énormément le duo de coach actuel, hein, donc Arias et Sampere. C'est de grands gueules.
Je vais pas te mentir, je les ai rencontrés personnellement, j'ai bu un petit coup avec les deux. C'est deux grandes gueules, deux mecs amusants, deux mecs sympathiques. C'est le Stade français, quoi. C'est l'esprit. C'est quand même des mecs. Arias était champion de France en 2004. Pour dire par exemple, c'est des mecs qui ont connu la grande époque du Stade français. Pareil, quand tu prends Thomas Lombard, c'est aussi ça. Donc je pense qu'il y a un gène Stade français à essayer d'inculquer aux nouveaux joueurs. Donc je pense notamment à des mecs comme Sanchez. C'est un des meilleurs 10 du monde, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce club-là en ce moment? Bah, rien du tout, parce qu'il est pas très bon. T'as des joueurs comme ça qui viennent d'arriver, il faut leur apprendre un petit peu, les gars, ok, vous êtes des stars dans votre pays, c'est très bien. Mais là t'es dans le championnat français, tous les week-ends, il faut une exigence de haut niveau incroyable, et malheureusement, si tu l'as pas, bah. Mais tu vois, moi, on discute de tout ça, mais j'avais une idée en tête, c'est est-ce qu'on serait capable, typiquement, quand je vois actuellement le classement, tu vois que c'est des villes qui, alors à part Bordeaux, encore Bordeaux, mais c'est pas des villes où le rugby est franchement de base très présent. Genre Lyon, je suis désolé, mais ça me fait pas penser au rugby, tu vois. Alors que quand ils sont montés en top 14, ils ont su construire un projet dans le temps et aujourd'hui ils ont construit une assise et ils sont dans les premières places. Est-ce que nous, qui avons quand même une grosse place dans le rugby français de base, parce que c'est quand même le deuxième club le plus titré au niveau des titres Français, 14 français. Voilà, et ils ont quand même un titre européen. Il y a quand même un historique derrière. Est-ce que tu es capable de reconstruire quelque chose sur le temps et de repartir sur des bases solides pour ensuite, petit à petit, te truster les meilleures places et pas juste faire une année un titre ou une année un top 6 et taper la gueule direct, quoi. Est-ce que c'est possible au XXIe siècle pour le Stade français? Bah, le problème, c'est que le Stade français est aujourd'hui une étoile filante. On est capable de tout comme de rien. C'est totalement, comme tu dis, c'est une question de stabilité, une question de, voilà, est-ce qu'on est capable de. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour une stabilité? Tu penses que c'est un coach? Tu penses que Moi, je c'est. pense que c'est une organe. Moi, je pense que c'est un tout. Je pense que la structure du club, elle est pas claire. Elle est plus claire qu'avant, c'est sûr, mais le fait qu'il y ait eu la fusion, ça a un peu foutu le bordel. T'imagines le vestiaire, comment ça a dû se passer. On leur explique que peut-être ils vont fusionner, tac, ça fait du remue-ménage, c'est pas terrible. Là, t'as l'entraîneur qui s'est fait virer il y a même pas 6 mois. Tu mets deux coachs, dont un avant qui était joueur dans le groupe. Enfin, j'aime bien le concept, tu vois, c'est marrant, ça te permet de faire du storytelling et tout, mais tu peux pas me parler de stabilité et de travailler sereinement quand c'est comme ça, quoi. Et autant moi ça me dérange pas, genre quand t'as des joueurs ou des joueurs qui font partie du cadre de tout ce qui est qui font partie de l'organisme, de l'organisme du club, que ce soit dans des postes de vice-président ou quoi, ou je sais pas, mais ça me dérange pas. Autant moi que des joueurs passent entraîneurs, ça me dérange un peu plus. Parce que t'as pas forcément l'outil managérial que peut avoir quelqu'un qui a plusieurs années. Je pense que sur le court terme, c'est plutôt efficace. Ouais. Ça fait un vrai choc émotionnel. Ils se disent, bah voilà, c'est peut-être des mecs qui veulent défendre leur club. Il était avec nous, il jouait encore il y a 2 semaines, on faisait des entraînements ensemble. Maintenant, c'est lui qui dirige, ouais, compter. Et mais voilà, je pense que sur le long terme, c'est pas terrible. Donc je pense qu'il faut repartir. Bah, on va voir ce que va peut-être faire le club. Je pense que si jamais il y a descente, les deux ils vont rester. Dans le sens où ils font quand même pas un mauvais boulot au boulot, ils sont quand même très desservis par la malchance. Je pense notamment au niveau du pied, on est quand même sacrément dégueulasse cette saison. On est la pire équipe au pied avec 70% de réussite. Ça se voit. À Toulon, tu perds pourquoi? Parce que t'es nul au pied. À Clermont, tu perds parce que t'es nul au pied. Montpellier, alors j'en parle même pas. Montpellier, il laisse 12 points au pied Sanchez sur ce match-là. Des pieds, des coupés faciles quand même. Hein. Tu fais match nul. Donc on est pas très chanceux dans cette partie de la saison. Maintenant, il faut voir de quel côté ça va tourner. Est-ce que ça va être très négatif ou est-ce que ça va être positif? Et du coup, pour emmener un petit peu et faire parler un petit peu Benjamin, qu'est-ce qu'on peut te demander? J'ai une question un peu au-delà de même du Stade français. Est-ce que tu vois une équipe mieux construite dans l'organigramme notamment, capable aujourd'hui d'aller gagner le championnat de France, qui est ton favori finalement? Pour le championnat de France? Ouais. Cette année? Je sais pas. Hein. Franchement, je vois pas Bordeaux-Bègles gagner, même s'ils sont incroyables. Moi, je vois bien Lyon. Hein. Pourquoi pas Lyon? Hein. Franchement, ils ont, comme tu disais, ils ont un projet extrêmement solide. Sont impressionnants. Ils ont une bonne formation. Ils ont un très bon effectif. Ils ont une profondeur de banc incroyable. Ils ont des bons joueurs à tous les postes, presque doublés. Franchement, c'est que dire. Franchement, moi, je vois bien le Loup pour une fois peut-être gagner. Ça changera un petit peu des classiques, mais pourquoi pas. J'aimerais bien le Racing, hein, pourquoi pas, mais le Loup, ça reste solide. Il y a des limites quand même. Oui, Joachim. Je dirais Bordeaux-Bègles, avec Urios, tu peux tout faire. Hein. C'est sûr. Juste Urios?
Non, mais c'est une équipe incroyable et en plus ils ont un coach qui est juste une masterclass en lui-même, quoi. Donc, Après, attention ouais, à la teinture de Jalibert. Hein. Ça, je sais pas si elle sera partie, mais bon. La teinture, là, c'est qu'elle non, mais c'est pareil, fera avec. il en fera avec. Moi, j'avais un favori tout fait, hein, c'était le Stade Toulousain, mais vu comment la série commence à se profiler très très mal pour eux, je commence à moins y croire. Et bizarrement, moi, je vois très très mal Bordeaux-Bègles et Lyon gagner le championnat de France parce que c'est des équipes qui sont dans un cycle gagnant, dans le sens où ils vont gagner des matchs mais en play-off, c'est des équipes qui se cassent la gueule, quoi. Lyon, ça se casse toujours la gueule en demi-finale ou en quart de finale. Et c'est vrai que Urios peut amener ça parce que Urios a quand même mené Castres au titre 2 fois. Ou une fois, pardon. Une fois, ouais. C'est ce que ça se passe. Le premier, c'était l'habité. Du coup, je vais te rejoindre. Pour moi, mon favori, c'est le Racing 92. Pourquoi pas. J'ai grand mal à le dire. C'est pas la meilleure équipe du championnat de France. Ils ont. Tout à fait, c'est grâce à sa défense surtout. En fait, je trouve que c'est une équipe qui est dans les grands matchs à chaque fois martyrisée par l'adversaire, on va pas se mentir. Hein. Je pense au match contre Clermont notamment. Donc ça se passe mal sur le terrain. Et puis, aux couilles, à l'expérience, sur les petits détails, en fait, ils gagnent. Parce que c'est une équipe qui est quand même très très pro. Il y a quand même beaucoup d'internationaux français. Alors, ce le sont plus tous. Hein. Je pense notamment à Décessas Loret ou à Théi Thomas. On l'espère ne jamais avoir en équipe de France. Ça, c'est une autre question. Et c'est quand même des mecs qui ont l'expérience du championnat de France et qui se connaissent très très bien. C'est un groupe qui vit bien depuis aujourd'hui, je sais pas, 5-6 ans. Des Dulin qui sont là depuis un moment. Alors, c'est pas les meilleurs joueurs individuellement, mais ça fait un collectif assez incroyable. Et vous avez quand même Dulin qui part à la fin de saison d'ailleurs. Hein. Ouais, bah, tu vois. À La Rochelle. Il part à La Rochelle. La Rochelle, c'est vraiment le sanctuaire des joueurs en perdition. Mais après, La Rochelle, ils ont des putains de joueurs. Hein. Je me suis pas crésélier quand même, La Rochelle. Hein. Ça balance un peu. Hein. Bah, ça arrive, hein. C'est pas à son âme, hein, mais il faut qu'ils reviennent quand même. Mais non, bah, le Racing, c'est une équipe qui travaille bien depuis pas mal d'années, qui est sérieux, qui a une direction carrée, intelligente, et puis qui fait les bons choix. Et ils ont un très beau stade, ils ont un beau public, ils ont su construire quelque chose. Bon, ok, ils ont un public de merde, mais ils ont un très beau stade. Bah, c'est l'Île-de-France. Hein. Mais justement, tu vois, et là où bah, je trouve que c'est vraiment la grosse différence entre les deux clubs, tu vois, le SF et le Racing, c'est la capacité que le Racing a eu d'investir, de construire son propre stade et d'en faire son antre, quoi, d'en faire vraiment son lieu de prédilection. Et le Stade Français qui a construit un super stade avec des frais municipaux pas possibles et qui en a pas vraiment fait son joyau, quoi. C'est un peu triste. Je pense qu'en effet, la construction de Jean-Bois a un petit peu creuser la tombe du Stade Français en quelque sorte, dans le sens où c'est une grosse dette, c'est un puits financier sans fond, le stade perd environ, je crois que c'est 20 millions d'euros par an, c'est extraordinaire de perdre autant d'argent. Donc forcément les propriétaires, pour eux c'est compliqué. Alors quand tu as la chance d'avoir un Allemand multimilliardaire et propriétaire de Capricorn qui peut s'occuper des frais, ça va, mais le jour où le mec va lâcher le club, faut avoir les reins assez solides pour continuer. Oui, tu parlais tout à l'heure de l'Île-de-France. Je trouve que le Racing a bien fonctionné dans le sens où ils se sont dit ok, nous on est dans le 92, on va essayer d'aller chercher les mecs 92, 93, 95, ce bassin-là, tu vois. Ils sont pas allés plus loin en fait. Ils se sont dit ça c'est notre cible. Ils ont été, c'est des marketeurs les mecs, tu vois. Ils ont bien marché sur ce côté-là. Stade Français, on s'est dit ouais, c'est Paris, un peu le tour du monde, parce qu'on a rempli Stade de France en 2007. Bah non, ça marche plus comme ça les gars. En disant le rugby a changé, en disant les gens se sont un petit peu désintéressés du Stade Français, les résultats n'ont pas suivi. Et la seule fois où le stade a été rempli, c'est quand même quand en 2017 le club a failli être revendu à Lorenzetti, parce que justement là les gens se sont dit putain, ça peut être la fin quoi. Ça peut être la fin d'une enfance, d'une adolescence, ou même d'une période d'adulte, et c'est incroyable. Et c'est dommage. Et je pense aussi que je vais plaider ce soir pour que ces couleurs-là, on arrête. On arrête parce que le seul bon match de saison qu'on a fait, c'était en bleu et rouge. Ils sont quand même des couleurs extraordinaires et le maillot est très très beau. Du coup, Benjamin, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que le Stade Français doit essayer de retravailler son public ou c'est juste les résultats qui font que personne ne vient au stade quoi? Je pense qu'il faut qu'il retravaille son public, je peux pas dire, mais bon, il y a le public historique, donc vous faites partie un peu, on va dire, du public historique et de tout ça. Il y en a qui ont connu le grand Stade Français durant leur jeunesse, qui supportent toujours le club. Mais le problème, c'est que moi, je connais le stade, hein. Pour le coup, il est à côté de chez moi. Moi, je suis à Boulogne, il est à côté. C'est les mecs de ma ville qui y vont, sinon c'est les mecs du 16e et tout ça. Comment tu veux qu'ils te mettent une ambiance dans un stade? T'as pas de grands fans qui viennent. À partir de là, qu'est-ce que je te dis? Donc, ouais. Bah justement, je pense que c'est un truc de fou quoi. Moi quand j'étais ado, quand on jouait face au Stade Français, on fermait nos gueules, tu vois, on était admiratifs. C'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas su, à travers tous les clubs d'Île-de-France de rugby, construire une identité et surtout
Ouais, mais c'est un peu tard, quoi. Tu vois, genre le Racing, je me souviens, nous, ils nous avaient filé des places pour aller voir un match contre Montpellier. Et on était allé voir le match contre Montpellier. Pourquoi le Stade Français fait plus ça avec les clubs du coin pour au moins attirer les jeunes pour qu'ils puissent venir au stade, quoi. Il y a de la place en plus. Hein. Ils font gagner des places, les mecs. Allez-y. Hein. Ils s'en branlent. Moi, quand j'étais petit, j'étais à Boulogne, à la CBB et tout ça. Et ça m'a marqué parce que moi, j'étais jeune à l'époque là. Avant que j'aille au Racing, ils nous ont volé notre stade. C'est-à-dire, ils ont volé le stade pour en faire un stade d'entraînement. C'est-à-dire, ils ont aucune. C'est le Stade Français, ils sont sur des hauts chevaux. Ils ont aucune. Ils font aucune attention aux équipes qu'ils affrontent, aux petites écoles de rugby, aux clubs de la région. À partir de là, comment tu veux donner envie aux enfants de supporter ce club-là? Le Racing, il t'offre des places, effectivement. Il t'offre beaucoup de possibilités pour rentrer dans le club. Il a beaucoup de trucs. Franchement, c'est. Quand tu penses qu'un mec comme Max Guazzini s'est ruiné au possible pour que des femmes puissent venir gratuitement voir des matchs de rugby, pour que des gamins viennent voir gratuitement les matchs de rugby au Stade de France, pour que les gens payent que 5 boules pour voir un grand match de rugby comme le SF contre Toulouse ou le SF contre Biarritz à l'époque, tu dis qu'aujourd'hui le mec il est quand même blindé aux as et il va te mettre à 20 balles la place contre je sais pas moi, contre Brive. C'est un peu se moquer de tout le monde, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Et il y a un boulot à faire là-dedans. Et franchement, attends, on est quand même en 2020. Je pense que derrière, tu peux avoir du marketing, de la communication un petit peu de meilleure qualité. Parce que c'est quand même ce qui manque aujourd'hui au Stade Français. C'est ce côté professionnel dans tous les sens du terme. Faut qu'on garde notre âme d'enfant et qu'on continue à progresser vers un cap. Tu vois. Et je pense que l'Allemand, il a juste mis du pognon, il s'est dit, oh, ça va le faire. Et c'est pas le football. Tu vois, c'est là où ce que tu dis est intéressant. C'est-à-dire, d'un côté, tu me dis, je veux que mon club, ça soit une bande de potes et tout ça. Et d'un côté, tu as l'esprit professionnel. Le problème, c'est que les deux, actuellement, c'est très dur d'allier les deux, tu vois. Je suis d'accord, mais pourquoi on l'a fait que ça soit une bande de potes et tout ça, c'est ça qui est compliqué dans le monde actuel, parce que le rugby français et le rugby top 14 et le rugby mondial... Mais les seules fois où le SF a bien marché les dernières années, c'est quand on a mis en avant l'esprit Stade Français et l'esprit bande de potes. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas que ils allaient pas. C'est pas parce qu'ils allaient faire une troisième mi-temps au bar en face à Boulogne là que forcément c'est pour ça qu'ils ont gagné le titre, quoi. Il y avait un vrai travail, il y avait un entraîneur qui avait décidé, il y avait du jeu, il y avait beaucoup de jeux à cette époque. Hein. 2015, ça balançait. Hein. Là, j'ai vu, puissant, mais ça y allait. Hein. Et voilà, la bande de potes, pourquoi pas, mais ça, pour moi, avec le rugby moderne, c'est hors sujet, quoi. C'est hors sujet et ça peut te coûter, comme Biarritz, ça peut peut-être te creuser ta tombe, quoi. Pour ça. On avait prévu d'en parler avec toi, Benjamin. T'as quand même à la base un supporter du Biarritz Olympique, un basque, le mec sur Biarritz, c'est Racing. C'est du jamais vu. Hein. Et pour te dire, oui, toi, t'as quand même connu aussi, je pense, les grandes heures du BO. Aujourd'hui, le club peine complètement en Pro D2, va probablement descendre encore en Fédéral 1. C'est le bordel au niveau financier. Est-ce que tu penses que ce statut-là qu'a Biarritz, le statut qu'a Béziers notamment, Paris va le connaître? Bah, je pense pas. Hein. Je pense que vous, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que vous trouverez toujours une solution. Je pense que votre actionnaire, si vous arrivez à vous maintenir, il sera toujours là. Je pense qu'avec un bon directeur sportif, ça ira bien. Mais le problème avec Biarritz, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes financiers. Donc là, on a vu que ça, finalement, on n'allait pas être relégué en Fédéral 1 parce qu'on a réussi à se débrouiller. Mais c'est triste de voir des équipes comme Béziers en Fédéral 1 actuellement. C'est triste de voir des équipes comme l'USAP en Pro D2. Parce que ça reste des équipes historiques, c'est l'équipe de nos enfants, de notre enfance et tout ça. Et effectivement, je pense qu'ils ont eu du mal à s'adapter au début des années 2000. Au début des années 2000, c'était fort, mais après, ils ont eu du mal à s'adapter à l'évolution du top 14 qui a vu l'évolution des moyens et peut-être encore plus la professionnalisation totale du rugby. Et du coup, tu t'aperçois qu'actuellement, ils essayent encore de faire les histoires de troisième mi-temps, bande de potes et tout ça, mais comme vous avez dit, c'est compliqué, quoi. Ça marche plus comme ça. Quand tu vois l'USAP l'année dernière qui revient en top 14 avec cet esprit-là, ils sont tous soudés, ils se disent on est remontés ensemble, on va faire une grosse saison ensemble et qui se font éclater chaque match tous les week-ends. À partir de là, tu te dis qu'il y a un réel fossé entre maintenant les équipes qui peuvent se maintenir en top 14 et les autres. Et le Stade Français, quoi qu'on en pense, ils arrivent à se maintenir en top 14 toutes les années. Donc ça reste bancal, on est d'accord, c'est hyper irrégulier, c'est ça le problème. Mais je pense que vous en êtes encore loin et heureusement pour vous, vous avez de la chance que pour Biarritz, c'est très triste, moi je trouve.
Deux choses. La première, si Béziers est ton club d'enfance, tu as au moins 87 ans. Troisième chose, oui, je te rejoins sur ce côté-là. Le SF continue à un petit peu flirter avec la ligne, quoi, en quelque sorte. À bivouaquer entre deux flots, on va dire, on va pas se mentir. C'est compliqué. On a des saisons où on finit 10e, 11e, 12e. On n'est jamais très très loin de la relégation. Cette année, on est vraiment en plein dedans. Je sais pas comment ça va se dégoupiller. Je pense qu'on est mieux quand même, parce qu'en début de saison, on était très très loin de la 12e place notamment. Ça va mieux maintenant. Voilà, sur un ou deux matchs, ça peut vite descendre. Et puis voilà, faut faire attention à voir comment ça se dégoupille. En tout cas, je le dis ici, hein, si on va en Pro D2 ou en Fédéral 1, je serai toujours supporter du club. Voilà, c'est la base des bases. Et par contre, vous allez avoir beaucoup de mal à remonter si vous descendez. Hein. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être compliqué. Il faut voir quel joueur va rester, quel joueur va pas rester. Maintenant, je tiens à le rappeler, le Stade Français est quand même le club le plus riche de France. Donc vraiment, il va falloir arrêter d'investir dans tout et n'importe quoi et amener des bons joueurs. Moi, je parle vite fait de Materen Latou, qui sont arrivés post-Coupe du Monde. Donc Latou, c'est un talonneur australien que j'avais pas forcément bien remarqué à la Coupe du Monde. Mais franchement, le mec est. Ouais, mais franchement, non, contre Toulon, il se blesse il est très très bon contre Montpellier, Toulouse, etc. C'est le genre de talonneur très actif, dans le sens où il porte le ballon, il fait passer les contacts, il est très bon en touche, il est très bon en mêlée. Donc il est complet. Et puis il régale, quoi. Pendant 70 minutes, il se donne à fond, il balance partout. Puis Matera, c'est un joueur, voilà, il prend le ballon, il avance avec. Et puis quand il l'a pas, quand il faut défendre, il est là, quoi. Donc forcément, il est intelligent, c'est une grande gueule, c'est un capitaine, il a que 25 ans. C'est une star du rugby mondial. Quand tu as Sanchez avec lui, que tu as Vaicea, que tu as Danti, que tu as des mecs comme ça, tu as Ficou, tu as quand même une belle équipe sur le papier. Maintenant, à eux de se prendre eux-mêmes en charge et puis de comprendre que, attention, ça, c'est un écusson, ça s'entend. Donc, crachez pas dessus, les gars, et allez au bout de vos idées, quoi. Et Palisson vient d'arriver en plus. Hein. Attends. C'est vrai. Moi, juste deux points. Déjà, est-ce que le problème du BO, c'est déjà de penser que ça fait partie du Pays Basque? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis, deuxième point, qui est plus par rapport au stade, je trouve qu'il y a quand même un sacré problème avec la discipline. Il y a beaucoup trop de cartons jaunes par match. C'est un peu comme l'équipe de France, ils sont abonnés au carton jaune, quoi. Et donc, moi, comme je dis toujours, c'est toujours plus compliqué de jouer à 14 que 15. Donc voilà, est-ce que c'est un excès d'engagement? Est-ce que c'est l'envie de bien faire? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que je sais pas, mais la discipline c'est pas notre truc, quoi. Dédicace à Awas d'ailleurs. Hein. Momo. Momo la patate, on l'appelle. Oui. On a toujours un Dancy qui va faire une connerie, qui va insulter l'arbitre, qui va prendre un carton jaune à 20 minutes de la fin, alors que t'es dans le match. Et il y a toujours un mec un maestri qui va être hors jeu au mauvais moment. C'est ces petits détails qui font perdre des matchs. Maintenant, ces détails-là, généralement, contre les équipes un peu plus faibles, je pense qu'on joue bien. Normalement, on aurait dû jouer le 21 Brive, on ne le jouera pas. Bon, c'est la vie, c'est le coronavirus. Mais je pense que si tu dois jouer un Brive ou un Agen, ces petites erreurs, ça passe. Contre La Rochelle, c'est passé par exemple. Maintenant, dans les matchs contre Toulouse notamment, on l'a montré, ça passait pas, mais qu'on était capable de pas les faire ces erreurs-là. On est capable d'aller au bout de nos idées et de faire un match de 80 minutes complet. Et on a aussi des petits trous, des petites erreurs comme ça qui font un peu chier. Et c'est le lot des équipes qui sont pas en confiance. Je pense qu'on manque totalement de lucidité parfois. Et puis aussi, on manque de réalisme et voilà, simplement dans les deux côtés du terrain. C'est une équipe qui joue le bas de tableau, quoi. Je suis d'accord. Pas de confiance et pas de réalisme. Ouais, quand tu compares quand même très rapidement les deux effectifs, tu compares Agen avec Stade Français. Je suis désolé, je pense qu'il n'y a pas un mec d'Agen qui est titulaire aujourd'hui au Stade Français. Donc c'est juste pas, on ne devrait pas être derrière cette équipe-là. Et ça fait peur parce qu'on n'a pas envie de faire comme le Biarritz Olympique Pas Basque. Pas basque. Pas basque. On est pour l'aviron là-bas, de votre côté là. Ah bah ici on est plus aviron que Biarritz, mais. La question, est-ce que Biarritz c'est au Pays Basque? Non mais c'est une vraie question qu'il faut se poser. Genre est-ce que géographiquement ça y est ou pas? Ça y est. Ça y est. Est-ce que dans l'esprit Est-ce qu'il y a une carte qui a un truc Pays Basque dessus ou pas? Parce que je vois rien. Je sais pas, on devrait peut-être aller faire un tour à Bayonne pour demander, pour être sûr d'avoir venez, vous attendez. Tu demandes. C'est quoi la fête de Bayonne? On verra avec le coronavirus, de toute façon. Corona, c'est mort. Hein. On pourra pas savoir. Prenez rendez-vous, hein, les trois viewers que nous sommes nous-mêmes, hein, parce que c'est nous qui faisons les vues. Prenez rendez-vous. Hein, s'il y a les fêtes de Bayonne, on va tous chez Benji à Bidart tranquillement. Ça va mettre une caisse, évidemment, c'est l'esprit. Pour conclure rapidement, parce qu'on est déjà bientôt à 1 heure d'émission, on a parlé du coup de Biarritz, Stade Français, de nos possibles vainqueurs. Est-ce que, j'ai envie de demander, est-ce que c'est la plus belle saison de championnat de France de rugby ou pas pour vous? Parce que moi je trouve qu'on a quand même une saison très particulière dans le sens où les meilleurs sont au milieu, les plus nuls sont éparpillés. Les gros, oui, les gros meilleurs, c'est historique.
du historique. Bon, après, est-ce que Clermont est vraiment un historique? Ça, je sais pas. C'est parce que tu loues, ce que t'es pas un historique. 15 défaites en finale, quand même. Ça reste quand même de France. Bah, le record du monde, hein, 15 défaites en finale. À un moment, faut arrêter d'y aller, quoi. Faut pas dans demi. C'est plus possible. Très, très dur d'être un jeunard en ce moment. En tout cas, pour conclure, parce qu'on en fera une émission spéciale, je pense, si jamais elle a lieu, parlons un petit peu de la Coupe d'Europe. On sait que Toulouse, Clermont et le Racing sont encore engagés dedans. Il y a un Clermont Racing qui va arriver normalement, si je ne dis pas de conneries, si elle a lieu, cette compétition. Toi, Benji, qu'est-ce que tu vois pour cette fin de Coupe d'Europe? Est-ce que tu penses que l'épouvantail anglais incarné par les Saracens va encore jouer un sale tour, ou les problèmes internes au club vont faire que des équipes comme Toulouse ou Clermont vont tout mettre là-dedans et s'imposer ou pas? Bah moi j'ai le sentiment que Toulouse va tout mettre là-dedans cette année, parce que vu qu'ils ont regagné le championnat de France l'année dernière et que la Coupe d'Europe ça reste quand même leur compétition, c'est-à-dire ils l'ont gagné il me semble 5 fois, donc 4 fois je crois. 4 fois. Ouais, tu vois, et 4 fois, donc ça reste quand même une compétition et ils mettent beaucoup d'importance. Et moi, je pense qu'ils vont vraiment tout miser dessus, vu qu'en plus, ils voient qu'en top 14, c'est pas top. Ils ont quand même, je pense, le premier ou le deuxième meilleur effectif de France en termes de joueurs et tout ça. Donc, quand ils vont récupérer tout le monde, ça dépend bien sûr, effectivement, la fin de saison, comment ça va se passer. Mais quand ils vont récupérer tous les internationaux et tout ça, je pense que ça peut faire très mal. Après, bien sûr, j'aimerais bien que le Racing chasse ses démons et enfin ramène la coupe, ça ferait plaisir. Mais sinon, aussi, moi, je vois aussi les Saracens, c'est très compliqué parce que je pense que vu qu'ils sont relégués, ils vont tout mettre aussi dessus. Hein. Ils vont se dire c'est opération titre et ils vont être comme des morts de faim. Et vu qu'il y a la moitié de l'équipe d'Angleterre dans l'équipe, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? C'est compliqué. Un petit mot sur la Coupe d'Europe. Bah, j'espère que les Français vont passer. Bon, de toute façon, on a un quai sur S, c'est pas compliqué. Mais je pense qu'un peu comme l'Angleterre, parce que le Saracens, c'est quand même le vivier du 15 de la Rose. Est-ce que le retour au Saracens, alors que le coronavirus, c'est encore un autre truc, mais est-ce que le retour en club va bien se passer? J'en sais rien. Et ça peut être un élément positif, du coup, pour l'adversaire de cette équipe de Chacal. Ils sont extrêmement durs à jouer. Ils ont quand même gagné les deux des 3 dernières éditions, si j'ai pas de bêtises. Moi, il y a eu Leinster aussi. Il y a des Itoji, il y a des Vunipola, il y a tout le monde, il y a Farrell. Il y a les Farrell. C'est l'une des plus grandes équipes de l'histoire du rugby, je pense, tout simplement. Maintenant, tu l'as dit, Toulouse, c'est quand même un esprit H-Cup, un esprit rugby. Ils ont quand même pas gagné la compétition depuis 10 ans. Moi, j'y étais d'ailleurs au Stade de France il y a 10 ans contre le Brest Olympique, d'ailleurs, on peut en parler. Ouais. Et je pense que ça peut être l'année pour Toulouse. Malheureusement, le coronavirus risque de un petit peu interrompre tout ça. À voir si le RCW, si pas de conneries, ou le RC tout simplement, va essayer de reporter la Coupe d'Europe plutôt comme le fait l'UEFA finalement, en le mettant en juin par exemple. Bah pour l'instant, c'est reporté à mai. Hein. J'ai eu les articles aujourd'hui. En tout cas, pour qu'elle se dispute tranquillement, comme le top 14, d'ailleurs, on espère que ça continuera parce qu'on aime le rugby, on aime le fion, mais c'est pas la question. Et du coup, juste pour dire que j'espère que Toulouse va peut-être aller au bout, et puis j'espère que clairement il n'ira pas en finale parce qu'ils vont perdre, et enfin j'espère que le Racing va se faire péter la gueule en quart de finale. Voilà. C'est ainsi qu'on peut conclure une très belle émission. Bah tu vois, moi je vais te dire un truc, en 2018 quand le Racing va en finale, et que je sais plus c'est qui rate sa pénalité là. Je me demande si c'est pas Finn Russell par exemple qui rate sa pénalité tranquillement, ou son drop de la gagne, j'étais au bord des larmes. C'est peut-être pas dans l'esprit rugby, mais voilà, je n'aime pas le Racing et c'est ainsi. Ouais. C'est un ennemi héréditaire. Du coup, mec, ça fait quand même 1 heure de live. C'était une première sur Twitch qui a mal fonctionné en termes de vue, mais on s'est quand même bien marré, je pense. On a passé c'était une belle émission. Et après, tu peux mettre le replay sur YouTube ou pas, du coup? Je vais essayer de le mettre sur YouTube parce qu'on va pas se mentir, hein, c'était une dernière et une première côté Twitch. Parce que bon, je pense qu'on est une chaîne YouTube en fait. Hein, il faut qu'on reste dans ce qu'on fait de bon. Et puis le rugby en plus marche très bien en replay généralement, Benji, donc je compte sur toi pour envoyer des partages si on peut faire ça. Et puis voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup les gars. Et puis on s'en fera une très rapidement s'il y a du rugby qui reprend quoi. Bon, sinon, on va débriefer la saison, je sais pas, 2002, 2003. Allez. Je peux parler du 15 de France. Bon, en fait, on a fait. Vous avez fait une rétrospection? Non, en vrai, c'est. On peut faire une rétrospection. Ouais. On pourrait faire un débrief de la décennie du 15 de France. Mm. Ça va être beaucoup d'insultes, mais. Là, Philippe Saint-André, je pense que là, il est parti pour un tour. Hein. Tu veux qu'on parle de rétrospective du tournoi? Bon, on peut faire ça. Hein. Vous voulez faire ça quand? Bon, quand vous voulez, de toute façon, c'est pas comme si j'étais occupé en ce moment.
Peut-être pas demain soir, parce que c'est quand même beaucoup d'affilée, mais je sais pas. Bah, le problème, c'est que dimanche, on a le quiz. Donc peut-être genre vendredi soir, tu vois. Ouais, si vous en avez. Hein. Vendredi soir, on se fera ça, tranquillement. Et après, on se fait vos trucs. On va faire du foot manager. Bah, quand tu veux, Benji, genre jeudi. Moi, c'est envie, ouais. Ce jeu-là, on a rien d'autre à foutre. Donc, j'essaie de le mettre sur YouTube, le Football Manager, pour voir si ça peut plaire aux gens ou pas. Bon, en tout cas, merci. Puis je vais enfin couper ce live de mort parce que c'était pas incroyable. Allez. Salut.